indiqué que c'était présent ou très présent. Quand on a reposé la question en ligne, il y a 86% des gens qui nous ont indiqué que c'était présent ou très présent, mais évidemment, les gens qui s'enregistrent en ligne et qui complètent le quiz sont des gens qui sont déjà a priori sensibilisés, sinon ils n'iraient pas. Donc ça explique aussi la différence avec ce qu'on a recueilli sur le sondage. Le top 3, en termes de solutions, les meilleures solutions parmi celles suggérées, donc c'était pas une question ouverte, mais c'était différentes propositions qui venaient de notre sondage. On a demandé aux gens de les hiérarchiser. Donc le premier volet, le numéro 1, c'est plutôt le volet répressif, donc expulser les agresseurs et les mener à la police. Puis on a tout un volet qui a été d'ailleurs mis en place. Je suis curieux de voir tout de suite quand Clémentine va parler de la façon dont ça s'est mis en place à Esperanza. Donc afficher un numéro d'urgence spécifique et évidemment derrière une équipe d'intervention. Et troisième chose, mieux éclairer le camping et les douches. Donc c'est énormément de revenus d'ailleurs aussi pour ce qui est témoignage sur les festivals, que les jeunes se plaignaient d'endroits mal éclairés et qui se sentaient en insécurité. Voilà le dernier slide en ce qui me concerne. Donc 946 jeunes ont proposé leurs solutions, et dans les solutions, il y en a 5 si on regarde au niveau quantitatif, celles qui revenaient le plus souvent. Premièrement, et d'ailleurs heureusement ça tombe bien vu que c'est ce qu'on a fait cet été, sensibiliser, apprendre à réagir, c'est ce qu'on appelle le bystander, quand des gens sont témoins, qu'est-ce qu'ils peuvent concrètement faire pour lutter contre le phénomène. Renforcer la sécurité, très souvent revenu des propositions, mais les jeunes en parleront plus souvent, donc je ne vais pas dévoiler tout ce dont ils vont parler. Faciliter l'alerte, écouter et orienter les plaintes, et en dernier lieu, sanctionner. Voilà. Donc ceci, c'était les solutions récoltées online, en ligne, et maintenant on va écouter les solutions qui ont été récoltées vraiment dans les festivals, et je ne sais pas qui... Donc la parole est pour l'instant, je donne la parole à Yousri qui va commencer. Ok. Donc puis on a récolté énormément de solutions, comme on l'a dit, pour les organisateurs, les festivaliers et les politiques. Donc tout d'abord, je vais proposer les solutions pour les organisateurs plus spécifiquement. On a plusieurs catégories. Je vais commencer par sensibiliser et apprendre à réagir. Donc comment les sensibiliser et apprendre à réagir? On peut installer des stands, des affiches et même des messages et des goodies avec des t-shirts, des bracelets, des casquettes, etc. Sensibiliser les témoins à réagir, de leur montrer que finalement s'ils réagissent, il y aura un suivi que finalement on les aidera. Informer c'est quoi le harcèlement. Donc comme on disait qu'aux gens le sifflet c'était un peu une sorte d'harcèlement, et les gens étaient choqués, donc vraiment leur montrer jusqu'où le harcèlement va. Faire passer des messages par les artistes, donc avant les concerts, pendant les concerts aussi, et après. Et surtout sensibiliser l'agresseur, lui faire peur, un peu montrer que finalement s'il fait ça, il se passera ça, ça, ça et ça. Donc pour ce qui est de la catégorie renforcer la sécurité, donc des agents de sécurité visibles et invisibles, donc autant ceux qu'on voit avec leur veste, etc., et ceux qui se mettent dans la foule et qui sont anonymes, quoi. Oui, qui sont anonymes et qui ne sont pas vus. Donc faire attention aux douches, toilettes, camping, séparation pour les hommes, les femmes et les X. Éviter qu'il y ait des coins sombres et isolés, donc améliorer la lumière. Donc des caméras, particulièrement dans les zones à risque, les campings, les douches et les toilettes, comme on disait plus tôt, c'est là que les gens se sentent le moins en sécurité. Et en ça, comptabiliser les agressions pour prouver qu'en fait le chiffre il est haut et qu'il faut vraiment faire quelque chose. Et pour la catégorie donner des outils pour dénoncer, signaler, donc alors, des bracelets, des sifflets, applications et des mots alertés. Donc une fois qu'on entend un sifflement, on sait que là-bas il se passe quelque chose et qu'on puisse aller réagir. Créer un signe non verbal pour alerter la foule aux alentours de la sécurité. Donc quand on parle non verbal, c'est vraiment avec un signe de main pour montrer ok, j'ai besoin d'aide, là je me fais agresser ou je me sens harcelé. Avoir un bouton de géolocalisation sur le bracelet qui peut envoyer un message d'alerte, donc via le bracelet pour montrer aussi écoutez maintenant j'ai besoin d'aide et je suis à cet endroit-là. Et un numéro d'alerte disponible à 4h24 qu'on pourra appeler n'importe quand et n'importe où. C'est tout pour moi. Super, merci. C'est tout, mais c'est déjà beaucoup. On entendra les organisateurs après. Il y a un menu quand même assez complet. Alors moi, je vais vous parler d'écouter et orienter les plaintes. Donc, comme premier, on a l'aide à la victime, par exemple des stands d'aide, d'orientation pour les plaintes, pour que les personnes puissent en parler ou quoi.
et créer une équipe aussi de professionnels sur le sujet, par exemple des psychologues qui seraient disponibles H24 pour aider les personnes qui ont eu des problèmes. Après aussi prendre les plaintes au sérieux, donner des cours de self-défense, donc un endroit pour que les personnes puissent apprendre à bien peut-être se défendre, donner un outil de défense et inciter aussi à parler, car plus on en parle, plus on sait comment réagir et aider les autres. Après, on a utilisé des mesures dissuasives et oui, punir. Donc, par exemple, en cas d'harcèlement, on peut couper le bracelet d'entrée et interdire l'accès. Aussi les consignes de sécurité lors de l'envoi de l'étiquette. Donc, par exemple, quand on envoie le ticket par mail, avoir peut-être un petit programme sur l'harcèlement pendant les festivals ou quoi. Aussi, filtrer les entrées. Donc, par exemple, si une personne a déjà eu un casier juridique avant lié au harcèlement, qu'ils soient un peu peut-être sanctionnés ou qu'ils ne puissent pas entrer. Demander une photo d'identité de tous les festivaliers. Merci. On se rend bien compte qu'il y a des solutions plus difficiles à mettre en place que d'autres. On n'est pas non plus. Mais voilà, ça c'est vraiment ce que les jeunes ont dit, demandé et on l'a articulé pour vous le proposer. Alors moi, je vais vous poser des solutions au niveau des infrastructures et des mesures générales, notamment limiter les alcools et les drogués pour éviter que les agresseurs soient influencés notamment par les alcools ou des drogues notamment, et donc sensibiliser donc, le public. Donc utiliser aussi des bracelets en couleur fonction de l'âge pour que l'agresseur se sente un peu dissuadé. Donc, personne avec un âge petit. Donc, et puis les chemins parking plus éclairés, donc, ce que vous serait peut-être dit, donc, que l'agresseur se sente un peu aussi dissuadé, là, parce que beaucoup de personnes disaient que finalement l'acte se passait lorsqu'il faisait un peu noir, donc où l'agresseur n'était pas vu par d'autres personnes, et puis donc former tout le personnel, donc que le personnel sache ce qu'il faut faire en cas d'incident, qu'ils ne se sentent pas réellement perdus, qu'ils sachent réellement ce qu'il faut faire, et puis donc mettre ceux qui dénoncent les faits de harcèlement à l'honneur pour réaliser cet acte et pour favoriser plus de personnes à se rendre réellement compte de la situation qui se passe. Et donc ici c'est au niveau, donc en dehors du festival, avant, pendant et après, donc éduquer dans les écoles, donc déstéréotyper, donc plus en gros, et puis ne pas banaliser, parler toujours de la discussion, montrer vraiment la gravité de la situation parce qu'il y a des personnes parfois qui ne comprennent toujours pas. Et donc ne pas en faire un tabou, donc toujours en parler, ne pas montrer réellement que la situation est quelque chose dont on ne veut pas réellement parler, et puis donc ne pas stigmatiser la victime, que la victime se sente réellement compris, qu'elle sente qu'il y a réellement une communauté derrière, une personne qui peut la soutenir, donc, et aussi veiller aussi aux victimes hommes, par exemple, il y a que la situation touche aussi aux hommes, pas seulement aux femmes. Merci. Moi je m'occupe de la partie qui concerne les festivaliers. Donc on a trouvé comme conseil de ne pas rester seul, de s'arranger pour être en groupe dans le soir en rentrant, parce que c'est souvent quand on est seul qu'on se fait harceler ou agresser. Ensuite, quand il y a un harcèlement, prévenir les autorités et en parler et réagir si on en est témoin. Ensuite, être aussi vigilant et donc faire attention et regarder autour de soi et voir s'il y a un problème et en cas de problème intervenir. En tant que témoin, il faut réagir, en tout cas essayer de réagir et aider la victime. Et éviter les coins sombres, notamment le soir quand on rentre au camping, parce que c'est souvent sombre et que du coup c'est pas très... on ne se sent pas en sécurité. Ensuite, donc, là ça concerne les personnages publics. Donc encourager donc, à faire des campagnes de sensibilisation, donc, que ce soit à la radio ou à la télévision pour toucher un maximum de public et sensibiliser tout le monde. Créer une liste concrète de ce qu'est le harcèlement et donc ce qu'il représente et un peu toutes les facettes de l'harcèlement. Donc savoir quand c'est un harcèlement et pas l'ignorer. Créer un plan d'action pour les témoins de harcèlement, donc leur trouver un moyen d'en parler et de régler les choses. Donc ne pas blâmer la victime lorsqu'elle demande de l'aide,
parce que c'est pas souvent facile d'en parler et que du coup il faut l'aider et pas la blâmer. Et aussi créer de vraies sanctions et de vraies amendes en cas d'harcèlement sexuel flagrant et aussi surtout quand il y a des témoins. Voilà, c'est ça. Ok. Quel timing, hein, super. Ok, très bien. Donc voilà, on a en fait essayé de récolter d'articuler toutes les solutions, hein, vous les avez entendues. Donc le timing est très bien, on est dans les temps. Et avant de passer la parole à la dernière intervenante, Clémentine, pour Esperanza, je voudrais déjà annoncer qu'après je vais passer la parole aux organisateurs de festivals pour recueillir vos réflexions, vos impressions, éventuellement les idées que ça vous suggère. Donc pour ne pas vous prendre de cours, je vous le dis maintenant, puisque effectivement cette soirée vous est aussi dédiée. Je passe aussi bien sûr la parole aux responsables politiques ensuite. D'accord, Clémentine, la parole est à toi. Si tu veux nous expliquer ce qu'Esperanza a fait. Il y a bien sûr d'autres festivals qui ont mis en place des choses, mais Esperanza, bien avant le lancement de notre sondage, avait déjà tout un plan d'action. Et donc, c'est pour ça que ce serait bien qu'elle nous l'explique et peut-être si tu as des résultats déjà. Ouais. Bonjour à toutes et à tous et merci à Plan de nous convier ici aujourd'hui pour en effet parler de l'expérience qu'on a eue à Esperanza. Alors, une petite question, vous pouvez lever la main, ceux et celles qui savent ce qu'il y a derrière l'acronyme SACHA. Ok. Alors, peut-être toi là-bas derrière, tu sais me dire ce que c'est? Non, je suis désolée. Il y a une bonne intention. Ok. Et Nathan? Safe. C'est safe pour l'instant, oui. Je Voilà. laisse la parole à En fait, quelqu'un on a la d'autre. chance d'avoir une Sacha ici ce soir présente. J'essaie de pas me tromper, moi. Safe attitude contre le harcèlement et les agressions au festival. Je n'ai peut-être pas mis en valeur. Ouais, c'est ça. Donc, safe attitude contre le harcèlement et les agressions sexuelles en festival. Alors, donc ici, je vais vous parler un petit peu donc, de notre expérience à Esperanza, pourquoi on a mis en place ce projet, comment ça s'est passé en pratique et puis la suite. Donc, pourquoi? Alors, aussi, je n'ai pas de PowerPoint. N'hésitez pas à prendre des notes. Ne me dérangez pas en fouillant dans votre sac pour prendre un bic et du papier, ça ne me dérangera pas. Voilà, et puis je serai là aussi après pour discuter avec vous. Donc, pourquoi Esperanza a mis ça en place? Parce que, comme on l'a dit ici ce soir, le sexisme ordinaire, le harcèlement, les agressions, ça se passe partout. En festival, on a une attitude qui est un peu plus libérée, il y a un effet de groupe qui est là, et donc ça se passe aussi. Esperanza, après coup, après certaines éditions, a reçu des témoignages, des échos de choses qui s'étaient passées. Après coup, ça veut dire qu'il n'y avait pas assez d'espace sur le festival que pour pouvoir en parler directement et réagir. Il y avait déjà des ateliers sur le sexisme, sur les violences, etc. Mais en fait, il manquait, quand on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on a à Esperanza? On a un poste soin, on a de la sécu qui touche un petit peu à toutes ces questions-là, mais on n'a pas de procédure spécifique sur les questions délicates que sont les questions de harcèlement et d'agression sexuelle. Et donc, Esperanza s'est positionnée, s'est dit, ok, on va agir là-dessus, on va mettre quelque chose de plus complet en place. Et c'est de cette réflexion-là qu'est né le plan Sacha. Alors, le plan Sacha, c'est un concept. Le concept, il est nourri par 4 axes dont je vais vous parler qui sont essentiels selon nous pour que la démarche soit pertinente, cohérente, qu'elle ne soit pas un flop, qu'elle ne soit pas juste du harassment washing ou un effet de mode de campagne. Donc voilà, et donc le concept Sacha, pourquoi attitude? Parce qu'en fait, c'est chaque festivalier et festivalière qui va pouvoir s'imprégner de ce concept-là. Parce qu'on s'est dit, comment faire de notre festival un festival safe? En rendant toutes les festivalières, enfin un maximum de festivalières et de festivaliers safe eux-mêmes. C'est eux qui font vivre et elles qui font vivre le festival. Donc voilà, alors les 4 axes.
ils sont les suivants. Ça reprend en fait un petit peu plusieurs choses qui ont été dites ici, d'autres pas spécialement et d'autres nouvelles. Donc c'est de la prévention, de la sensibilisation, de la formation et de la prise en charge. Premièrement, de la prévention. Donc ça, c'est toute une campagne d'affichage qui était par exemple, donc voilà, on rentrait dans le festival, il y avait un énorme calicot qui disait « Je suis venu à Esperanza pour l'affiche, pas pour me faire traiter de biche ». Ça fait un message fort, un message aussi fun, parce qu'on est en festival, et ça montre aussi aux festivaliers et festivalières comment Esperanza se positionne. Et ça permet aussi de leur faire comprendre dans quel espace ils sont dans un espace de confiance à ce niveau-là. Ça suffit pas, il faut pas que juste des mots. En fait, on s'est rendu compte aussi que c'est un sujet très violent. C'est un sujet qui est voilà, dans l'air du temps, mais c'est un sujet, quand on ouvre la porte, qui est très délicat et qui est assez violent. Donc juste des mots, ça suffit pas. Ce qu'il nous fallait aussi, c'était des stands, 3 stands sur lesquels on avait des outils de sensibilisation. Donc là, il y a pas mal de choses qui ont été dites. Comment on distingue le harcèlement de l'agression, de la drague? Comment est-ce qu'on peut parler en fait? C'était aussi un espace de parole. Voilà, on peut parler de moi, comment je fonctionne et quoi, mes questions, mes machins. Comment est-ce que je considère le consentement en fait? C'est quoi le consentement? Puis voilà, nous on avait des petites balises, on a créé pas mal d'outils dans la team Sacha, d'inspiration d'autres organisations, pour créer toutes ces choses-là, pour créer un débat, des discussions. Donc sensibilisation. Ensuite aussi une prise en charge. Donc pour réellement s'occuper d'avoir un espace pour que les gens puissent vider leur sac, puissent recevoir des conseils. Et donc là, comme ça avait été proposé par les jeunes, c'est d'avoir un numéro de téléphone qui était présent sur des petits bracelets, en plus de celui du festival, où il était le numéro de téléphone, qui était dispo 24 heures sur 24 et qui était accessible par SMS ou par téléphone. Voilà, on dit je suis témoin ou je suis victime de machin, j'ai besoin d'aide. Et donc là, on avait une équipe qui était composée de professionnels issus de plannings familiaux et de personnes qui connaissent le site du festival, qui pouvaient aller sur place, mettre la victime en confiance et lui proposer de l'accueillir pour discuter et pour lui donner un relais pour après le festival aussi. Dernier aspect, c'est l'aspect formation. Formation avant le festival, du noyau de bénévoles dont je fais partie, qui a construit vraiment tout le projet, parce que personne n'est jamais assez formé, et de nos bénévoles qui étaient sur les stands. Et alors, formation pendant le festival pour les Sacha. Donc le concept Sacha, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand je suis Sacha, c'est que j'ai reçu en fait au stand une formation un petit peu plus poussée. Donc j'ai questionné toutes ces questions de harcèlement, de drague, de genre, la question du consentement. J'ai reçu des conseils qui sont arrivés des partenaires avant, qui ont été travaillés par l'équipe Sacha. Et je suis au courant de la procédure, de quand est-ce que je peux appeler le numéro et de comment ça fonctionne en fait pour mettre tous les acteurs en lien. Et donc, lorsque j'ai été assez formée, 20 minutes, une demi-heure, même parfois 45 minutes, je reçois un badge et je décide de le porter quand je me sens prêt ou prête à accueillir la parole. Donc déjà à être vigilant et vigilante, et aussi à pouvoir être une zone safe mobile en fait. Et donc une personne qui connaît le concept, donc d'année en année ça va devenir de plus en plus visible, une personne qui est un peu en doute ou qui a besoin de témoins pour aller chercher, pour aller faire quelque chose, va pouvoir, ok, elle est Sacha, super, je la prends avec moi et on y va quoi. Parce qu'au stade on apprend ça aussi, ce qui était dit super important, apprendre à sans power monter, sans capacité. En tant que victime, voilà, comment est-ce que j'ai le droit de réagir en fait. Et en tant que témoin, dilution de la responsabilité, en fait, j'ai quand même quelque chose à faire. Mais je suis pas obligée de le faire toute seule dans mon coin. Je peux appeler quelqu'un, c'est possible en fait. Tout ça est possible. Voilà, donc ça c'est les 4 axes qui font que la démarche peut être vraiment complète et peut se passer d'une manière assez sereine, parce qu'en fait on sait qui est là, on sait de quoi on parle, et tout fonctionne bien, au sein d'Esperanza. Alors, ce qui est super important aussi, c'est que ce soit une initiative du festival. Pourquoi? Parce que si c'est un collectif qui vient comme un autre des partenaires du festival, la question n'est pas aussi structurelle, c'est pas aussi facile. Moi, quand j'allais à la Sécu pour dire en fait, là, il faut faire quelque chose, il faut mobiliser les équipes,
j'avais le même statut que le poste soin ou que la sécurité. Et ça, c'était super confortable. On me disait pas, parce que c'est un sujet qui est marginal, qui est invisibilisé, et donc qui doit, voilà, il faut le temps que ça vienne vraiment comme souci vraiment primordial. Et donc voilà, le fait que Esperanza soit à l'initiative de ça, eh bien, en tant que noyau, qui est qui de noyau, et moi en tant que coordinatrice, ça a été beaucoup plus efficace. Voilà, alors, un point aussi super important, c'est les partenaires. Parce qu'en fait, nous, c'était un travail qui a été pensé, imaginé par des bénévoles qui sont déjà sensibilisés à ces questions-là, comme un peu vous. Mais voilà, on n'avait pas toutes les clés. Donc, il a fallu se construire un réseau de partenaires. Le centre de prise en charge des violences sexuelles dont tu as parlé tout à l'heure, qui a une pratique incroyable là-dessus. Donc, voilà, qui connaît des cas, enfin, il y a vraiment énormément de cas qui viennent à eux. Et donc, voilà, ils savent nous donner des conseils. Par exemple, s'occuper de la victime en priorité, pas forcément nous. On était là, enfin, on travaillait avec la sécurité, mais notre priorité, c'était pas de couper le bracelet des agresseurs ou des agresseuses. C'était surtout d'abord de prendre soin de la victime. Ça, c'est vraiment des choses primordiales. Voilà. Plein de choses qu'on a appris, en fait, en allant voir le CPVS, en allant voir la SBL Garance, le collectif Paytachnek. Je vous dis ça parce que, voilà, pour vous montrer qu'on avait des partenaires et vous trouverez les vôtres. Mais en tout cas, assez important. Et puis, on avait des partenaires aussi qui ont travaillé avec nous sur le festival. Donc des gens de planning familiaux qui étaient derrière le numéro, dans la zone safe, plus professionnelle, et du coup, voilà, qui étaient là aussi pour nos équipes, puisque quand on ouvre la porte de cette thématique-là, on reçoit plein de choses. Donc, si vous lisez tout ce qui se passe là, on entendait ça tout le temps, vraiment tout le temps. C'est venu crescendo au fil des jours du festival, mais on entend ça beaucoup. Donc c'est très important d'avoir des équipes professionnelles qui savent comment gérer ces questions-là, qui ont du recul. Alors, une chose aussi, c'est savoir qu'on est un festival. On n'est pas un hôpital. On n'est pas la police. Donc, questionner aussi quel est notre rôle là-dedans. Voilà, maintenant, il y a plein d'internationales qui se posent là-dessus. Il y a Esperanza qui a fait ça une première fois. Il y en a d'autres qui ont mis des choses en place sinon dans leur festival. Mais qu'est-ce qu'on fait en fait dans le festival ? On n'est pas la police, on n'est pas non plus un organe que sécuritaire. En fait, nous, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on était un lieu de conseil, un lieu d'accueil de la parole, un lieu où on pouvait du coup faire le relais avec justement tous ces partenaires extérieurs après le festival. On pouvait conseiller sur la plainte, etc. Et donc voilà, questionner un petit peu sa position en tant que festival. Alors, au niveau, donc ça plus pour les organisateurs, organisatrices, au niveau de la pratique et donc des équipes, ça représente quoi ? Pour nous, ça a représenté 50 bénévoles, donc une équipe de 50 bénévoles. C'est quand même costaud. Voilà. On avait donc un noyau, le noyau qui a construit vraiment, qui a construit le projet, on était 7, dont une coordinatrice qui était moi-même, qui avait un petit peu plus de travail, mais on a quand même, enfin, c'est un truc sérieux, quoi. Donc, ça se prend à l'avance. Nous, alors je dirais, pour la coordinatrice, voilà, j'ai un peu mis des petites balises, comme ça vous réalisez. C'est un travail à mi-temps depuis le mois de mai. Donc, Esperanza est début août. Voilà, c'est un travail à mi-temps depuis le mois de mai. Pour les autres de l'équipe noyau, donc ils pensent le concept, les formations, les briefings, les liens avec les partenaires, etc. J'ai mis moi, genre 3 soirées par semaine en juin et puis 2 jours complets au mois de juillet. Voilà, comme ça vous avez une idée. Et donc il faut bien penser, voilà, c'est ça, que c'est tout un travail, c'est réaliser le matériel physique aussi. C'est comme nous on l'a fait. Après c'est vraiment à chacun de décider comment il le fait. Alors ensuite, donc ça c'était vraiment l'équipe noyau, puis on avait l'équipe bénévole sur les stands. Ça c'était 30 personnes. C'est des gens qui sont déjà sensibilisés. On a eu une flopée de gens, on a dû refuser des gens, donc ça se trouve très très facilement à notre époque, enfin voilà, dans l'air du temps. Déjà des gens sensibilisés et qui ont reçu des formations avant le festival avec nos partenaires et qui ont rencontré aussi nos équipes professionnelles, enfin à améliorer aussi. Donc là je remets l'accent sur les bénévoles, enfin c'est vraiment un sujet délicat dont on a envie de s'emparer, mais qu'il faut faire au sérieux. Parce que c'est très lourd quand on a des gens qui viennent au stand parler de choses, de leur vie, qui les touchent intimement, profondément. Il faut être sûr d'avoir une structure derrière qui l'assure. Voilà. Donc, des formations avant le festival,
des entretiens avec les partenaires pour prendre confiance, savoir où mettre la distance, etc. L'équipe binôme, donc noyau, bénévole sur stand et binôme derrière le numéro de téléphone. Une partie, donc 2/3 de personnes professionnelles issues des plannings familiaux et 1/3 de personnes qui connaissent le site, qui connaissent l'organisation du festival, la philosophie du festival. Et ouais, voilà. Alors toujours bien penser à la mixité. C'est bien quand même d'avoir des femmes en suffisance, c'est plus confortable pour parler de certaines choses. Ça je vous ai dit, donc voilà, gros avantage d'être dans la structure. Moi j'étais dans l'organigramme vraiment du festival, donc permettre une certaine légitimité, prendre cette question à bras le corps quoi. En fait moi j'étais comme le poste soin, vraiment comme la membre coordinatrice du poste soin. Voilà, alors j'ai encore 2 points, bientôt fini. La réalité du terrain, comme je vous l'ai déjà dit, les cas de violence, comme ça a été dit là aussi, ça existe partout. On a eu des SMS, donc des personnes qui témoignaient par SMS, c'est la manière dont elles voulaient. On répond SMS, on appelle éventuellement, voilà, pour essayer d'avoir un suivi. On n'impose rien aux gens évidemment. Il y a eu des appels et il y a eu des gens qui sont venus parler au stand et avec le binôme qui se sont fait conseiller des choses. Voilà. Donc encore une fois, attention à ménager les bénévoles. Et donc, nous, ce qu'on s'est dit, par exemple, pour l'année prochaine, c'est peut-être de mettre des professionnels aussi sur les stands. Pour se dire, bon, ok, à un moment donné, si vraiment il y a une histoire qui va à un niveau où moi, je ne sais pas prendre ça en charge, j'ai quelqu'un de pro à côté de moi qui va savoir mieux le faire. Voilà, alors au niveau des réactions, c'était... en même temps, c'était très dur. Vraiment, les équipes, c'était vraiment... voilà, on était très contentes de le faire et très contents, mais c'était pas facile et à la fois on recevait des échos, mais tous les jours, tout le temps, tout le monde parlait de ce truc, vraiment, et les gens étaient émus. Moi j'ai des copines, et même moi-même, j'ai vécu un festival, où les moments où j'ai pu en profiter vraiment d'un festival, où je sentais une liberté aussi plus forte, j'étais en confiance, c'était vraiment un sentiment assez fort. Alors ce qui était gai aussi, c'est que ça s'est fait dans la bienveillance. Évidemment qu'il y a eu des trolls, comme on peut les appeler, des gens voilà, qui ont envie de contrecarrer le truc et qui sont un peu insultants. On s'était préparé aussi à ça en créant vraiment des équipes assez fortes entre elles, ou donner des petits codes ou quoi pour réagir. Mais il y avait quand même un truc assez bienveillant de par les 4 axes aussi, où on se sentait inclus dans quelque chose qui avait une cohérence. Et puis voilà, parce qu'on avait formé les équipes. Et alors on a eu aussi des propositions de partenariats extérieurs, donc ça a marqué quoi. Le campus de Louvain-la-Neuve nous a dit bon, qu'est-ce qu'on peut imaginer, est-ce qu'on peut se revoir pour imaginer un truc ensemble. Voilà. Alors pour la suite, nous on nous a posé souvent la question, ça va être, c'était pas une campagne éphémère, ça va se poursuivre, ça va s'améliorer. Notre but aussi, un des buts qu'on a, c'est de diminuer le ratio entre les cas détectés et les cas réels. Parce qu'on sait bien, on a découvert des trucs, mais la porte, on n'est pas au bout du couloir, quoi, ça c'est sûr. Alors qu'Esperanza, c'est déjà un festival où ça parle de ces choses-là, mais donc ça suffit pas encore, il faut encore mettre des trucs en place. Donc voilà, améliorer nos outils, améliorer comment on gère nos équipes. Et aussi partager notre expérience comme je le fais ce soir. On est dispo aussi pour les autres organisateurs, organisatrices. Alors du coup, là c'est aussi une demande plus vers le politique, c'est d'avoir, de débloquer des budgets pour avoir des espaces vraiment professionnels pour pouvoir discuter de ces questions-là, pour pouvoir échanger là-dessus, pas simplement moi, je passe un coup de fil, etc. Mais vraiment d'avoir des espaces de travail sur cette mise en place concrète dans les festivals. Et voilà, et aussi donc peut-être un budget pour le partage et aussi vraiment sur les festivals de pouvoir prendre ça à bras le corps, parce qu'à Esperanza on était déjà des équipes très sensibilisées à cette question, donc on a dégagé du temps très volontiers, mais c'était un travail. Et voilà, un mi-temps, moi j'ai été défrayée, mais j'ai pas réellement eu un mi-temps quoi. Donc voilà, donc avoir peut-être un terrain plus confortable encore, et du temps dégagé pour pouvoir vraiment... parce que c'est très utile, on nous l'a répété, on l'a constaté et on nous l'a répété maintes et maintes fois. Voilà, donc si vous avez des questions encore plus précises... Oui. C'est possible d'avoir une idée du nombre d'interventions,
Oui, ben en fait, on n'a pas encore fait les débriefings, donc on attendait le début de l'année. Donc au niveau du bilan, on n'a pas encore bien, enfin, on pourra bien sûr partager tout ça, mais on n'a pas